Donc bonjour à toutes et à tous, ici ou à distance. J'ai reçu la lourde tâche d'essayer, au milieu de ces réflexions à propos de l'intelligence artificielle, de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment ça fonctionne. Je pense que c'est important d'avoir quelques notions, quelques intuitions sur ce qu'il se passe effectivement derrière ChatGPT pour pouvoir mieux réfléchir à l'impact de ChatGPT sur nos quotidiens et sur nos sociétés. Alors déjà, je voudrais revenir à la définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ça a été dit par Philippe Aghion tout à l'heure presque en les mêmes termes. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une branche de la recherche en informatique et de la technologie qui s'appuie sur l'informatique, qui cherche à reproduire ou à imiter des comportements qui, lorsqu'ils sont réalisés par des humains, requièrent de déployer l'intelligence de ces humains. Et alors, pour simplifier l'explication, on va considérer que ces comportements peuvent être modélisés de la façon suivante. Il y a une situation d'entrée, un algorithme qui regarde cette entrée et qui va produire une sortie. Vous voyez sur l'image qui est là, on voit quelqu'un qui joue aux échecs. L'entrée, c'est l'état du plateau, où sont les pièces, etc. Et puis l'algorithme, c'est quand c'est un humain, votre cerveau qui va réfléchir, et puis ça peut être aussi une machine, et la sortie, c'est quelle pièce on va bouger vers quel endroit. Alors voilà quelques exemples de systèmes d'intelligence artificielle contemporains. Certains ont été cités par les précédents intervenants. On peut les classifier selon la nature des données qu'ils traitent. Il y a tout le domaine qui s'appelle le traitement automatique des langues. Depuis que c'est à la mode, on l'appelle NLP, parce que c'est l'acronyme anglais. Ça inclut par exemple la traduction automatique avec Google Translate. Ça inclut bien sûr les agents conversationnels comme ChatGPT. Si vous traitez des images, c'est ce que l'on appelle la vision par ordinateur. Deux exemples d'application de l'IA aux images, c'est par exemple l'identification d'objets, tel que vous l'avez dans Apple Photos, ou des diagnostics à partir d'imagerie médicale, pour voir automatiquement à partir d'une radio de votre cheville si vous voulez être cassé ou juste fêlé. Il y a ce qu'on appelle les tâches multimodales qui font intervenir plusieurs modalités, par exemple du texte et de l'image. Midjourney a été cité à l'instant, et ça vous donne une description en texte en entrée, ça vous fournit une image en sortie. Et puis il y a bien d'autres exemples de domaines d'application de l'intelligence artificielle qui ont d'ailleurs été cités, la robotique, la voiture autonome, etc. Alors, deux toutes petites parenthèses sur le terme d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est-elle intelligente et est-elle artificielle ? Elle n'est pas du tout intelligente. Nous allons le voir, les systèmes d'intelligence artificielle se contentent principalement de faire des additions et des multiplications. Soit ça, c'est intelligent, mais alors votre calculatrice solaire l'est aussi. Soit ça ne relève pas vraiment d'une forme d'intelligence, en tout cas pas à ce niveau-là, à ce bas niveau. Est-ce que c'est artificiel ? C'est pas très clair non plus. Souvent, même peut-être sans exception, les systèmes d'intelligence artificielle s'appuient soit sur des règles et des connaissances qui ont été écrites par des humains, soit sont appris, et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes, à partir de grandes quantités de données, lesquelles données ont elles aussi été produites par des humains. Donc en réalité, il y a beaucoup d'humains dans ces systèmes dits artificiels. Puis la deuxième parenthèse que je voulais faire, c'est qu'il faut faire attention à ce qui est une confusion terminologique qui est devenue fréquente depuis que l'intelligence artificielle est revenue à la mode. C'est la confusion entre l'intelligence artificielle telle que je l'ai définie il y a quelques instants, donc cette recherche d'être capable de simuler du comportement humain intelligent par des moyens informatiques, et puis l'un des moyens d'y parvenir, bien sûr le moyen majoritaire de façon écrasante aujourd'hui, qui est ce que l'on appelle l'apprentissage profond, et dont nous parlons maintenant. Mais quand une start-up vous dit qu'elle fait ceci ou cela grâce à l'IA, ça ne veut rien dire du tout, sauf à comprendre grâce à l'IA comme avec des réseaux de neurones, et encore, c'est une promesse qui n'engage que vous, le lecteur, qui lisez cette affirmation. Mais en tout cas, c'est important de bien s'apercevoir que IA, ça veut dire à la fois un objectif et peut-être un des moyens d'y parvenir. Alors en effet, ce n'est pas le seul moyen d'y parvenir. Historiquement, les systèmes d'intelligence artificielle s'appuyaient, dans le passé, se sont appuyés avant tout sur ce qu'on appelle des approches symboliques. C'est-à-dire des approches où l'expert humain écrit des règles à la main, écrit des connaissances qu'il a dans son cerveau et les transforme sous forme informatique, de sorte que l'algorithme qui a été écrit à la main, ces règles, exploite ces connaissances pour prendre la bonne décision étant donné une entrée.
Par exemple, si on se donne la tâche de savoir si une phrase est en anglais ou en français, eh bien, un expert linguiste va pouvoir vous faire une liste de mots qui n'existent qu'en anglais, à peu de choses près, une liste de mots qui n'existent qu'en français, à peu de choses près, et puis vous faire des règles, comme par exemple, alors étant donné une phrase en entrée, si cette phrase contient l'un des mots de la liste qui n'existe qu'en français, c'est que la phrase est en français, même chose avec l'anglais, et puis si la phrase contient un caractère accentué, on va dire que la phrase est en français. Et puis bon, il y a le cas par défaut, dans tous les autres cas, on va dire que c'est de l'anglais. Vous vous rendez bien compte que cet algorithme n'est pas assez compliqué. Mais vous vous rendez compte aussi qu'il faudrait beaucoup de règles pour rendre cet algorithme performant à base de règles. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a également développé ce que l'on appelle des approches par apprentissage. Et alors, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu plus ou qui ont déjà entendu parler de ces termes-là, on va parler uniquement d'apprentissage supervisé. L'idée, c'est, comme je le mentionnais tout à l'heure, on part d'un grand nombre d'exemples qui donnent un exemple d'entrée et la sortie que l'on souhaite avoir de notre système si on lui donne cette entrée en entrée. Ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on montre à un algorithme plein d'exemples comme ça, de couples entrée-sortie. On met à jour automatiquement l'algorithme au fur et à mesure que l'on lui présente de nouveaux exemples, en fait, en lui demandant de prédire une sortie, en comparant la sortie de l'algorithme à la sortie qu'on aurait aimé qu'il fasse. Et on sait en fait mettre à jour l'algorithme grâce à la comparaison entre la sortie effectivement produite par l'algorithme et la sortie qu'on aurait souhaité qu'il produise. Et puis on recommence jusqu'à ce qu'on soit content du résultat ou jusqu'à ce qu'on constate que l'algorithme n'arrive plus à s'améliorer. Si je reprends mon exemple de déterminer si une phrase est en français ou en anglais, voilà, j'ai ce qu'on appelle à la gauche de la diapositive un corpus d'entraînement. Donc vous voyez, il y a quelques petites phrases, « a horrible talk », et on sait que c'est de l'anglais, donc on a l'entrée et la sortie souhaitée, une belle surprise, c'est du français, etc., etc. Donc vous partez d'un algorithme, peu importe de quel algorithme on part d'un algorithme, on lui donne « a horrible talk » en entrée, on lui dit « alors qu'est-ce que tu crois que c'est comme langue ?» Alors au début, il ne sait pas, hein, donc il va dire par exemple « c'est du français », et là vous lui dites « ah ben non, c'était pas la bonne réponse », et vous mettez à jour l'algorithme dans une certaine façon qui fait que la prochaine fois, il a plus de chances de donner la bonne réponse si vous lui redonnez « a horrible talk ». Et puis vous recommencez avec un autre exemple de votre corpus. Alors là, miracle, il donne la bonne réponse, bon, très bien. Vous lui donnez un troisième exemple, une phrase en français, et là il se trompe, et bien vous mettez à jour à nouveau votre algorithme et vous continuez ainsi, jusqu'à être satisfait des résultats que vous avez en moyenne. C'est ça l'apprentissage automatique. Alors, traditionnellement, en tout cas en traitement automatique des langues, qui est mon domaine, on procédait, et en vision par ordinateur aussi, on procédait en apprentissage automatique avec ce qu'on appelle l'apprentissage automatique classique. C'est-à-dire que votre entrée, vous ne la donniez pas telle qu'elle, vous en extrayez des caractéristiques, des propriétés, et vous donnez ces propriétés en entrée à votre algorithme. Par exemple, étant donné exactement la même tâche, ici, vous pouviez considérer que ne pouvant pas donner les phrases entières à votre algorithme, vous allez caractériser ces phrases à travers, par exemple, la liste des mots de la phrase. Donc, au lieu de donner la phrase « une météo horrible » en tant que phrase, vous donnez le sac de mots, le paquet de mots « horrible »,« météo » et « une » à votre algorithme, et vous faites exactement ce que j'ai décrit précédemment. Problème, ça a des limites. Si vous regardez la phrase « a horrible surprise », qui est manifestement une phrase en anglais, le mot « horrible », le mot « surprise » et le mot « a » peuvent tout autant être des mots du français ou des mots de l'anglais. Donc votre algorithme, s'il s'appuie que là-dessus, eh ben, il n'a pas beaucoup d'indices pour savoir si c'est de l'anglais ou du français, parce qu'il a perdu l'ordre des mots. Et c'est là que l'on va faire intervenir les réseaux de neurones. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones ? Un réseau de neurones, c'est tout simplement une classe d'algorithmes. C'est une sous-partie des algorithmes possibles, et c'est une classe d'algorithmes qui peut se décomposer en plein de petits algorithmes élémentaires qui fonctionnent tous selon le même motif. Ces petits algorithmes, on les appelle des neurones, par analogie avec ce qui se passe dans le cerveau, mais enfin l'analogie est quand même lointaine. Et ce sont des petits algorithmes qui prennent plusieurs données en entrée, qui sont des données qui sont soit des nombres, soit des vecteurs, qui font des petits calculs, et le résultat du calcul, c'est leur sortie. Et cette sortie va pouvoir être donnée en entrée à un autre neurone, et ainsi de suite. Alors un exemple très simple de neurone, ce serait un neurone qui prend en entrée plusieurs entrées, et qui en fait la moyenne pondérée, avec des coefficients.
On peut appeler ces coefficients WI, et si c'est le cas, et que les entrées sont les XI, vous voyez que le neurone, il fait juste une moyenne pondérée, comme des notes avec des coefficients, c'est pareil. Et ensuite, on le fait passer à travers une fonction, peu importe. Et ça produit une sortie. Ce qui est important de se souvenir ici, c'est que donc chaque neurone fait en gros le même calcul que son voisin, mais avec des valeurs des paramètres qui peuvent être différents. Les coefficients de la moyenne peuvent être différents d'un neurone à l'autre. Alors une fois qu'on a défini ce que c'était qu'un neurone, on peut les brancher les uns aux autres, puisque la sortie d'un neurone peut devenir l'entrée du suivant, ce qui organise les neurones en couches, et on fait les calculs successivement, couche après couche. Chacun des neurones de la couche d'en bas fait son calcul, ça donne les sorties, qui sont les entrées des neurones suivants, etc. Et donc en fait, et on appelle un réseau de neurones profond s'il a un certain nombre de couches, pas juste 2. Et l'apprentissage profond, ça n'est rien d'autre que apprentissage automatique, avec comme algorithme des réseaux de neurones profonds. Alors, évidemment, les réseaux de neurones, ça prend en entrée des nombres ou des vecteurs, pas des mots. Donc là, on a besoin d'astuces pour représenter les mots sous forme de vecteurs, ou d'ailleurs les pixels d'une image, ou toute autre chose. Alors là, je vous montre juste une des astuces possibles, mais qui a le mérite d'être simple. Vous prenez un dictionnaire, vous numérotez chaque mot dans votre dictionnaire, et si votre dictionnaire a 100 000 mots, vous représentez le mot numéro 5042 de votre liste par un vecteur de dimension 100 000, où toutes les coordonnées sont à 0, sauf la dimension 5042 que vous mettez à 1, et voilà, ça fait un vecteur qui représente de manière facile le 5042e mot de votre liste, ici, surprise. Et donc, entraîner un des réseaux de neurones, ça n'est rien d'autre que appliquer l'idée générale d'apprentissage automatique au cas particulier d'un réseau de neurones. Donc c'est comme je l'ai dit précédemment, on lui montre plein d'exemples, on lui demande quelle est la sortie qu'il prédit, on compare cette sortie avec la sortie qu'on aurait voulu qu'il produise, et on sait mettre à jour les paramètres des neurones du réseau, tous les petits WI de chaque petit neurone. On sait comment faire pour les mettre à jour de telle façon que, en moyenne, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, eh bien, le réseau va s'améliorer un petit peu. Et on fait ça pendant longtemps, jusqu'à être content du résultat. Donc vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure, simplement j'ai mis un petit dessin de réseau de neurones à la place des petits algorithmes avec des roues dentées, mais c'est exactement la même chose. Un réseau de neurones est d'autant plus performant que chaque neurone fait un calcul compliqué, alors pas n'importe quoi, là j'ai parlé de moyenne pondérée, en réalité on a des neurones aujourd'hui qu'on utilise qui sont un petit peu plus complexes que ça et qui permettent de gagner en performance. Plus on a de couches, plus le réseau de neurones va être performant, à condition qu'on ait suffisamment de données pour apprendre ce réseau. Un réseau plus gros a besoin de plus d'exemples. Si vous mettez plus de neurones dans les couches intermédiaires, il va être encore plus performant, mais il aura encore plus besoin de données pour être performant, etc. Maintenant qu'on a parcouru rapidement qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, pour arriver à comprendre l'intuition derrière comment fonctionne ChatGPT, j'ai besoin de vous présenter ce que c'est qu'un modèle de langue. Il reste 3 minutes. Eh bien, c'est parfait. Xavier m'avait demandé de parler 20 minutes. J'ai essayé d'accélérer, mais je vais sûrement déborder d'une minute ou deux. Je prends ce risque que je considère comme acceptable pour reprendre la terminologie précédente. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de langue ? Un modèle de langue, alors ça c'est la phrase barbare, c'est une distribution de probabilité sur les séquences de mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une fonction. Si vous lui donnez « ceci est une phrase correcte », ça va vous donner une certaine probabilité. En gros, si vous ouvrez un livre au hasard à une page au hasard et que vous regardez une phrase au hasard dans cette page, ça va vous donner la probabilité que vous tombiez exactement sur « ceci est une phrase correcte ». Inutile de vous dire que c'est une probabilité très petite. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une probabilité plus grande que celle que vous tombiez sur la phrase qui est juste en dessous, là, et que je ne peux pas lire. Et c'est ça un modèle de langue. Un modèle de langue, c'est rien d'autre qu'une fonction qui, étant donné une suite de mots, vous dit si elle est plus ou moins probable, plus ou moins plausible. Alors évidemment, ça peut être utilisé, par exemple, pour compléter une phrase par un mot de plus, parce que vous pouvez essayer tous les mots possibles, regarder laquelle de ces séquences est la plus probable et dire « Ah bah c'est avec ce mot-là que donc la séquence est plus probable. Regardez, si je prends « En raison de la grève, Pierre est arrivé en », vous avez envie de compléter par quoi ? Voilà, donc avance, et ça fait une phrase pas très probable. Marchant, un peu mieux. Taxi, ça c'est que vous avez les moyens. J'ai demandé à ChatGPT de me dire qu'est-ce qu'il pensait probable. Et retard est évidemment ce qui est considéré comme ce qui fait la séquence la plus probable. Vous pouvez aussi boucher un trou avec cette approche, n'est-ce pas ? Exactement de la même façon. En raison de la « Pierre est arrivé en retard », eh bien, peut-être grève, panne, a l'air mieux, selon ChatGPT, je n'ai pas compté, circulation.
et en raison de la pluie. Pierre est arrivé en retard, et ce qui a semblé le plus probable à ChatGPT. Alors comment on fait pour compter ça, pour calculer ces probabilités? Sans réseau de neurones, vous pouvez faire la chose suivante, vous prenez une grande quantité de texte, et vous décidez d'utiliser des fenêtres d'une certaine longueur, par exemple 5, des séquences de 5 mots. Vous comptez combien de fois il y a chacune des séquences de 5 mots possibles. Par exemple, mange une pomme de terre, il y en a, mettons, 9, et mange une pomme de pain, il y en a une, ça doit parler d'écureuil, et vous comptez le nombre de fois qu'il y a des séquences de 4 mots. Par exemple, mange une pomme 2, il y en a 10. Ben, ça veut dire que si vous avez mange une pomme 2, vous avez 9 chances sur 10 derrière que ce soit terre. Et vous voyez comment ça vous donne une probabilité pour la séquence complète. Alors ça pose plein de problèmes, parce que n ne peut pas être trop grand, sinon en gros tout est très rare, enfin ça va pas du tout. Et puis dès que c'est à plus loin que la longueur de n, ça marche plus. Marie, pour réfléchir, a l'habitude de se parler à... comment vous choisissez entre lui-même et elle-même, alors que le mot Marie est trop loin? Ça marche pas. Et c'est là qu'on fait intervenir des réseaux de neurones. Vous pouvez entraîner un réseau de neurones à prédire le mot suivant le plus probable. Par exemple, vous lui montrez l'exemple « il était », il va prédire un mot suivant, bon, il va être sûrement pas bon, et vous lui dites « non, non, tu aurais dû prédire une ». Et vous lui apprenez progressivement à prédire le mot suivant le mieux possible. Avec « il était », il finira par prédire une. Avec « il était une », vous lui redonnez ce qu'il a prédit, il va réussir à prédire « fois ». Avec « il était une fois », il va réussir à prédire je ne sais quoi, etc., etc. Et donc cette idée de donner un début, une amorce, on appelle ça un prompt, comme là, « il était », et ensuite de demander au modèle, au réseau de neurones de jouer son rôle de modèle de langue et de prédire le mot suivant, puis le mot suivant, puis le mot suivant, etc. C'est exactement comme ça que fonctionne GPT-3. D'accord ? Et cette amorce s'appelle le prompt. Alors GPT-3 est entraîné sur beaucoup de données. Il est très très gros. Les petits plots WI, là, il en a 175 milliards. J'ai dit qu'à partir de 3 couches, on est sur un réseau profond. Il a 96 couches. Et il est entraîné sur des gros volumes de données qui viennent d'Internet, qui sont pleines de données personnelles, pleines de données sous copyright. C'est merveilleux. Ça pose des problèmes qui ont été évoqués par Suzanne Vergnol juste avant. Mais il se trouve que ça marche. Je vais garder seulement le deuxième exemple. Si vous lui donnez un prompt qui est le début d'une histoire complètement fantaisiste, alors pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas des anglophiles invétérés, j'ai traduit en français. Vous voyez, ça c'est un exemple qui était connu à l'époque de la sortie de GPT-3. Dans une découverte choquante, des scientifiques ont découvert un troupeau de licornes vivant dans une vallée reculée jusqu'alors inexplorée des montagnes des Andes. Ce qui a encore plus surpris les chercheurs, c'est le fait que les licornes parlaient un anglais parfait. Vous donnez ça à GPT-3 et vous lui dites quel est le mot suivant le plus probable. Il va vous dire « le ». Après, vous lui donnez tout ça plus le, et vous lui dites c'est quoi le mot suivant le plus probable, il va dire scientifique. Et ainsi, de proche en proche, il va vous produire une continuation du prompt sous la forme d'un article qui a l'air absolument merveilleux, à mi-chemin entre de la fantasy et du BBC. Et voilà, ça parle de la licorne d'Ovide, enfin c'est incroyable. C'est seulement le mot le plus probable de proche en proche à chaque fois. Il n'y a aucune réflexion, aucune conscience, rien. C'est ma dernière slide. Les modèles de langue comme GPT-3 ont été entraînés sur des gros volumes de texte, notamment sortis d'Internet et de livres. Ils savent donc compléter des prompts pour fabriquer des textes à l'image de ce qu'ils ont vu. Ils ne savent pas dialoguer parce qu'ils ont principalement vu autre chose que des dialogues. Ils ont également vu beaucoup de contenus offensants. Si vous allez sur les forums sur Internet, il n'y a pas besoin de traîner très longtemps pour voir des propos dont vous n'aimeriez pas que votre intelligence artificielle les produise. Et donc, c'est ce qui a conduit les ingénieurs d'OpenAI à se dire qu'ils allaient trouver un moyen de rendre GPT-3 spécialisé dans la continuation, non pas de texte, mais de dialogue. Et de dialogue en essayant de faire en sorte qu'en plus, ils ne produisent pas des contenus dits offensants. C'est ça, ChatGPT, c'est rien d'autre qu'un système qui prédit le mot suivant le plus probable dans le but de faire un dialogue probable. Ça ne cherche pas à savoir si ce qu'il dit est vrai, ça ne cherche pas à savoir si ce qu'il dit est bien ou pas bien, ça prédit le mot suivant le plus probable, et encore, et encore, et encore. Donc évidemment, ça n'a aucune conscience, c'est un algorithme qui fait des additions et des multiplications, qui lui permettent de prédire des mots, et pourtant, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, et bien sûr, je suis ouvert à toutes les questions que vous pourriez avoir, mais ces problèmes seront évoqués par mon collègue professeur Xavier Leroy après la pause, et donc ça nous met tous dans un suspense absolument insoutenable. Voilà. Comme Benoît Sago vient de le mentionner, il y a une pause qui doit avoir lieu dans 5 minutes, donc je vous laisse le choix.
Si vous voulez poser des questions, allez-y. Mais on a aussi une pause prévue dans 5 minutes. Si on part à la pause un petit peu en retard, c'est pas un souci. Dans tous les cas, on reprend à 16h pile. On peut pas faire la pause après les questions? Sur ce... On peut faire la pause après les questions? Oui, c'est ce qui est prévu. Oui, c'est après. Ah oui, mais là, il y a 15 minutes. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était plus long. Il y a une question là-bas. J'ai commencé un peu en retard et j'étais un peu plus long. Donc les deux en un. Oui. Bonjour, je suis au lycée Bonjour. Newton à Clichy aussi, je m'appelle Enzo Meriou. Tout à l'heure, vous avez parlé d'entrées qui étaient soit des nombres, soit des vecteurs, et que par exemple, avec l'exemple du dictionnaire, si on associe un nombre à un mot, ça serait une partie du vecteur qui a pour taille le nombre de mots du dictionnaire, c'est ça? Et j'ai pas compris le moment où vous avez dit que un mot serait une partie du vecteur, ou un moment du vecteur. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est là. que pour donner un mot en entrée à un réseau de neurones, on va avoir besoin de le transformer en un... Alors, un nombre, ça ne marche pas, et donc une représentation vectorielle. Et donc, ce qu'on fait, c'est juste que si on veut donner surprise en entrée à un réseau, on peut par exemple lui donner un vecteur, effectivement, de dimension, le nombre de mots qu'on a dans son dictionnaire. Et c'est un vecteur, donc c'est pratique qu'il soit de norme 1, donc de longueur 1, et on choisit donc un vecteur avec que des zéros, sauf à une certaine dimension, on met un 1, et le numéro de cette dimension correspond à la place du mot dans notre dictionnaire. C'est ça l'intuition. D'accord, merci. Il y a une question. Bonjour. Si le programme se crée à partir de succession d'erreurs et d'entrées... Vous êtes où? Là, merci. Vous cherchez, je ne vous trouvais pas, je suis désolé. Du coup, si il se crée à partir de succession d'erreurs jusqu'à avoir le résultat obtenu, est-il possible, une fois le résultat obtenu, de l'optimiser pour qu'il consomme moins et soit plus performant? Ah, c'est une très bonne question. Et la réponse à cette question est oui. On connaît plusieurs méthodes, on a plusieurs méthodes aujourd'hui, étant donné un modèle de langue, par exemple, pour le rendre plus petit. Alors, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs façons d'être plus petit. L'une des manières de faire, par exemple, c'est de prendre un réseau de neurones plus petit que celui qu'on a entraîné et de lui apprendre à se comporter exactement comme le gros réseau de neurones. Et là, on peut l'entraîner pendant aussi longtemps qu'on veut. On ne lui apprend pas à se comporter comme les exemples qu'on avait au départ. On lui apprend à imiter le gros réseau de neurones. Donc ça marche assez bien. On a aussi, donc c'est ce qu'on appelle la distillation de réseaux de neurones. On a aussi une autre approche, par exemple, que je peux citer, qui est ce qu'on appelle la quantisation, en mauvais franglais. En gros, dans un ordinateur, les nombres réels sont représentés par un certain nombre de bits, de 0 et de 1. Ça prend une certaine place en mémoire. Et ça permet d'avoir une certaine précision. Parce que vous savez qu'on ne peut pas représenter un nombre avec une précision infinie. Alors, on peut. Pour simplifier, on ne peut pas représenter un nombre avec une précision infinie dans un ordinateur, on n'a pas la place. Et en fait, en gros, on peut enlever les chiffres après la virgule les moins importants, ceux de la fin, et regarder si le réseau de neurones continue à marcher. Et il prendra 2 fois moins de mémoire si vous enlevez la moitié des nombres à la fin derrière la virgule, vous voyez. Et en pratique, oui, il continue à marcher presque aussi bien, alors qu'il est devenu 2 fois plus petit. Donc voilà, il y en a d'autres, mais il y a plusieurs façons de rendre, de produire un réseau de neurones plus petit à partir du moment où on en a un qui est gros et qui nous convient. Oui, la question juste ici. Oui. J'ai compris, je suis le micro pour savoir où est la personne. Bonjour, vous aviez parlé de probabilité, mais est-ce que... Je m'appelle Candice. Est-ce que on pourrait dire que les utilisateurs de ChatGPT, par exemple, contribuent à améliorer la performance du serveur? Est-ce que les utilisateurs de ChatGPT continuent à améliorer ChatGPT? Contribuent. C'était le cas au début. Ça a fini par créer un certain nombre de remous, d'hésitations et
OpenAI, donc l'entreprise qui gère et qui a entraîné ChatGPT, dit qu'ils ne le font plus. On peut les croire, probablement. En fait, la difficulté... En fait, ce qu'il faut voir, si on veut prendre un peu de recul, pourquoi ChatGPT a été une révolution ? Ça n'a pas été une révolution scientifique ou technologique. Ça faisait plusieurs années qu'on savait à peu près faire des choses à peu près similaires. Ceux qui sont curieux chercheront InstructGPT, qui est en gros la même chose, mais un an avant. La révolution de ChatGPT, c'est le fait que ça a été rendu public et accessible à tout le monde gratuitement et facilement. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est pas parce que c'est des mécènes ou des gens qui voulaient rendre service gratuitement en échange de rien. C'est parce qu'en effet, ce faisant, tout le monde s'est rué dessus, et nous les premiers, et on a joué avec, et ils ont recueilli énormément de données complètement gratuitement. Pire encore, un de leurs objectifs, c'était de faire en sorte que ChatGPT ne produise pas de contenu offensant. Par exemple, raciste, antisémite, sexiste, etc., etc. Et ils l'ont dit. Bilan, qu'est-ce qu'on a tous fait ? On a essayé de faire dire à ChatGPT des contenus offensants. Mais OpenAI était absolument ravi, puisque à chaque fois qu'on réussissait à le faire, il le voyait, il savait le détecter, et il se donnait les moyens de faire en sorte de s'améliorer à cet égard. Si vous comparez ça avec les hackers dits les white hats, donc c'est des hackers gentils, qui essayent de pénétrer dans les systèmes d'information, pas pour y faire des dégâts, mais pour prévenir les personnes, les entreprises qui les gèrent, que, attention, il y a un problème dans notre système, un méchant hacker pourrait rentrer, voilà comment j'ai réussi à rentrer, etc., etc. Les gens qui trouvent des failles de sécurité comme ça, ils se font payer quand ils les trouvent, en remerciement. Ouais. Nous, quand on a réussi à faire dire des atrocités à ChatGPT, on ne s'est pas fait payer, alors qu'en réalité, c'est exactement la même chose. Donc oui, dans les débuts, OpenAI a collecté des informations, des données très intéressantes, de très grande valeur pour eux, gratuitement. Mais normalement, depuis un certain temps, ça n'est plus le cas. Et on peut applaudir cette présentation.